Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous accueillons une invitée un peu spéciale. Vous l'avez sans doute remarqué, nous portons le même nom. Il s'agit de ma sœur, Amanda Huguet-Millot. Elle est diététicienne et s'est formée à une approche particulière pour la prise en charge des personnes en surpoids. Tu découvriras dans cet épisode pourquoi les régimes sont mauvais, le lien entre l'agression sexuelle et le surpoids et les étapes pour revenir à son poids de forme. Bonjour Amanda et bienvenue sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Natacha, merci, avec plaisir. Tu es diététicienne, tu es diplômée d'une école d'ingénieur en alimentation et santé. Et aujourd'hui, tu accompagnes, entre autres choses, tu accompagnes des femmes en surpoids en consultation. C'est ça. Et accessoirement, je suis ta sœur. Et tu es ma sœur, accessoirement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter à cette présentation ? Non, ça dit déjà pas mal de choses. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer expliquer aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, en quoi consiste ton métier exactement ? Ouais, avec plaisir. Alors, déjà, je commence par dire qu'il y a beaucoup de préconçus autour du métier de diététicien nutritionniste. Le premier étant que nous sommes des amaigrissologues, que notre but est de faire maigrir les gens, notamment en donnant des régimes. Alors moi, c'est pas exactement ce que je fais, même si, en effet, j'accompagne des personnes qui sont en souffrance avec leur poids. Et quand je dis ça, ça veut dire aussi bien des gens qui sont en surpoids, obèses, mais aussi des gens qui le sont pas, mais qui vivent mal leur image corporelle. Et je travaille sur un volet psycho-comportemental plutôt que purement nutritionnel, on va dire. Du coup, si tu les aides pas à maigrir, ça consiste en quoi globalement ce que tu les aides à faire ? Alors, je n'ai pas dit que je ne les aidais pas à maigrir, mais en tout cas, c'est pas mon objectif final. Dans le sens où il n'est pas toujours possible de maigrir, et pas toujours souhaitable non plus. Et accepter la réalité du poids, c'est une des étapes primordiales pour amorcer ce travail-là. Mon but à moi, c'est de faire en sorte que leur comportement alimentaire devienne plus sain, qu'ils soient en paix, en sérénité avec les aliments. Et ça ne signifie pas toujours de perdre du poids. Voilà. Ok. Et donc du coup, tu l'abordes d'une certaine manière, tu as commencé un petit peu à en parler, et c'est notamment pour ça que je t'ai invitée, parce que je l'ai pas dit dans l'intro, mais moi j'ai vraiment découvert ce que tu faisais le jour où tu m'as recommandé une de tes patientes, et on a commencé beaucoup plus à en discuter à ce moment-là de l'approche que tu avais avec les personnes que tu accompagnes, et je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de choses en commun sur ce qu'on faisait, et moi j'ai complètement découvert dans le domaine des diététiciens, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Pour moi, j'avais le souvenir des diététiciens, effectivement, comme tu disais, un peu amaigrissologues, avec des plannings de ce qu'on avait le droit de manger, pas manger, etc. Donc pas forcément une très bonne image. Et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Alors en fait, je fais partie d'un groupement, un groupe de réflexion qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Un sacré nom, voilà, d'ailleurs. Au moins il marque les esprits. Et en fait, c'est une approche complètement différente qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est une approche qu'on appelle biopsychosensorielle parce que elle intègre forcément des dimensions biologiques, de régulation du poids, une dimension psychologique parce que on n'est pas des machines où simplement les entrées et les sorties de calories suffisent, donc on fait un plan alimentaire et puis on recommande de faire du sport et puis c'est bon. Non, il y a l'aspect psychologique qui est prédominant là-dedans et l'aspect sensoriel parce que on s'appuie sur nos sens et sur nos sensations pour revenir en fait à notre poids d'équilibre. Donc concrètement, pourquoi cette approche ? On est parti d'un constat. Alors, pas moi à l'époque parce que je pense que j'étais encore à l'école, mais le constat c'est que les régimes sont inefficaces sur le long terme et qui sont même dangereux pour la santé physique et psychologique. Les régimes, ils amènent à de nombreux troubles métaboliques, cardiaques, osseux, etc. Mais au-delà de ça,
il provoque aussi une perte d'estime de soi, des risques accrus de dépression, etc. Donc, on ne peut pas continuer à prescrire des régimes. Donc, avec le gros, on travaille autour de 3 axes. Le premier, c'est de traiter la restriction cognitive. Alors, la restriction cognitive, c'est un gros mot pour dire que on considère que certains aliments font grossir, d'autres maigrir, et donc il faut manger d'une certaine façon sans tenir compte de nos besoins réels, mais parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, donc il faut manger 5 fruits et légumes par jour, même si on n'a pas faim, même si c'est pas ça dont on a envie, etc. Donc manger selon ses sensations, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être reconnaître la souffrance des personnes en surpoids et obèses, la souffrance émotionnelle, et travailler là-dessus pour mieux gérer l'impulsivité alimentaire, notamment dans ce qui peut être compulsion alimentaire, mais pas forcément. Et le troisième point, c'est faire un travail sur l'acceptation de soi, sur l'estime de soi et sur l'affirmation de soi. Voilà. Donc c'est une démarche très globale. Le gros, c'est donc un groupe de réflexion à la base. On est des professionnels de santé de tous horizons, c'est-à-dire qu'on va avoir des psychologues, des diététiciens, des médecins spécialistes ou généralistes. On va avoir des psychomotriciens, on va avoir des sages-femmes, on a un peu toutes les professions qui sont regroupées, des infirmières, des psychothérapeutes, voilà, on a beaucoup de professions, et l'objectif c'est de travailler tous ensemble avec nos spécialités à chacun, pour cette approche, pour ce travail-là avec les patients. Voilà. Ok, du coup, vous vous complétez mutuellement. C'est pas forcément une seule personne qui va traiter les différents aspects que tu as cités avant. C'est ça. Par exemple, il y a une profession qui est pas très connue et pas très reconnue, c'est les psychomotriciens. Et moi, j'ai découvert ce que c'était finalement en étant en formation avec une psychomotricienne, où justement, ils vont pouvoir travailler sur l'estime de soi, sur le fait de réinvestir son corps, etc. Enfin, c'est vraiment ultra intéressant. Parce que là où moi, je vais avoir plus de mal à faire ça, puisque c'est pas l'objet des consultations. Pareil, sur la partie psychologique, il y a des moments où moi, je vais atteindre mes limites. Je vais évidemment travailler sur le comportement alimentaire, mais je vais vite atteindre mes limites sur certains points et je vais devoir réorienter vers quelqu'un dont c'est le métier. Voilà. On va parler des traumas. Je ne suis pas apte à prendre en charge les traumas en tant que tels. Je renvoie vers des gens dont c'est le travail. Voilà. Donc oui, on se complète. Justement, ça fait une belle transition, parce que même si du coup tu n'es pas habilité à gérer les traumatismes de tes patients, j'imagine que dans ta formation, tu as pu évoquer, en tout cas voir qu'il y avait un lien entre les traumatismes et, alors peut-être que je vais dire une bêtise, le surpoids ou les comportements alimentaires, ou en tout cas par rapport à tout ça. Ouais. Si tu peux nous expliquer un peu ce que tu as découvert. Alors, c'est pas une bêtise du tout, pour le coup. Alors déjà, pour revenir sur la notion de trauma, je pense que c'est important de définir ce que c'est. Un trauma, c'est pas l'expérience vécue. C'est pas l'expérience en elle-même, c'est pas l'événement. C'est le vécu psychologique de l'événement. C'est-à-dire que 2 personnes pourront vivre la même situation, et pour une, ça sera un trauma, et pour l'autre, ça le sera pas. Donc déjà, ça c'est important. Et quand le trauma, il est à la fois physique et psychologique, comme c'est le cas dans les agressions sexuelles, dans les viols, et ça aggrave les symptômes. Or, c'est quoi les symptômes d'un trauma ? Ça va être de l'évitement expérientiel. On va éviter de faire certaines choses pour revivre ce trauma, dont le ressenti corporel, par exemple, parce que pour certaines victimes, c'est extrêmement difficile d'être dans son corps. C'est très courant, effectivement, de se couper de son corps dans le cas d'agression sexuelle. Alors, et jusqu'à l'alimentation, du coup, jusqu'à la sensation... Et alors, je vais être crue, mais notamment quand ça a été un viol buccal. Là, il y a encore plus de liens, et voilà, ça peut créer d'autres troubles du comportement alimentaire. Donc oui, il y a un lien. Moi, il se passe pas une journée en consultation où j'ai pas un patient, ou soit une patiente qui me parle d'une agression sexuelle. Voilà. Beaucoup d'inceste, des viols, de la violence conjugale aussi, mais c'est quelque chose d'hyper prégnant. Alors il y a un biais évidemment, c'est que je prends en charge principalement des gens qui sont en surpoids ou obèses. Et aujourd'hui, il y a des études qui montrent des liens très très forts entre l'obésité et les agressions sexuelles. Notamment, j'ai vu une étude qui disait que parmi tous les patients qui étaient venus, les patientes surtout, qui étaient venues consulter pour une chirurgie de l'obésité, donc une chirurgie bariatrique, il y avait 93% avec des antécédents d'abus sexuels. Voilà. Donc il y a aussi un lien avec les troubles du comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie ou hyperphagie boulimie. Alors, si on regarde ça très schématiquement, on peut se dire que l'obésité, c'est une couche de protection. On se rend
c'est horrible, hein, mais c'est inconscient, mais on se rend indésirable pour se protéger. Et de l'autre côté, l'anorexie mentale, donc c'est une maladie psychiatrique aussi qui consiste à réduire énormément les apports alimentaires, augmenter ses dépenses dans le but de perdre du poids. Ouais, pour faire très schématiquement, c'est pas la définition officielle, mais on va dire ça comme ça. Ben là, ça peut être une façon de réduire ses caractéristiques sexuelles, par exemple la poitrine. Si on perd beaucoup de poids, on n'a plus beaucoup de poitrine. Donc du coup, pareil, y a ce truc-là de on est moins une femme, donc on attire moins. Enfin, voilà. C'est un peu maladroit ce que j'ai dit. Oui, non, c'est moins une femme par rapport aux stéréotypes de ce qu'est une femme, comment elle est représentée, etc. Je pense que on avait compris l'idée. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent être le plus souvent très inconscientes. On fait pas ça dans ce but-là. Ah oui, là, je me prive de nourriture comme ça. Non, c'est pas du tout ce qui se passe, mais inconsciemment, ça peut être ça. Et notamment parce que du coup, là, on parlait de surpoids, mais ça joue aussi dans l'autre sens où on s'amaigrit et du coup... Notamment chez les adolescents, puisque l'anorexie débute le plus souvent à l'adolescence. Mais voilà, donc il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme lien ? Par exemple, le contrôle. Je parlais de restriction cognitive tout à l'heure. La restriction cognitive, c'est un contrôle sur son alimentation. Je vais choisir ce que je vais manger. Ça, le contrôle, c'est aussi un symptôme du trauma. Ensuite, la dévalorisation. Une façon de... Excuse-moi de te couper, mais... je vois bien ce que tu dis là. Il y a un côté de au moins je contrôle ça, quoi. Même si encore une fois c'est pas forcément très conscient, mais de dire au moins je contrôle ce que je mets dans mon corps, contrairement à ce que j'ai pu vivre avant, même si on n'est pas forcément sur les mêmes choses. Mais il y a ce côté de au moins ça je le contrôle quand on a l'impression de perdre pied sur beaucoup d'autres aspects de notre vie. Et surtout que les agressions sexuelles, il y a une espèce de perte de soi, perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on est dépossédé du contrôle sur notre corps, donc ça renforce encore ce symptôme-là, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a la dévalorisation du corps après un trauma qui peut survenir. Donc soit dévalorisation dans le sens où on se dégoûte ou ce genre de choses, mais ça peut être aussi dévalorisation de ce qu'on ressent, c'est-à-dire que de toute façon je peux pas me faire confiance ou ce genre de choses, notamment quand par exemple on peut imaginer que si une victime a pas réussi à se défendre, elle va se dire qu'elle peut plus faire confiance à son corps si elle a pas réussi à crier, c'est tout ça, et donc ça fait une coupure supplémentaire. Du coup, ça c'est quoi le lien avec le poids, la dévalorisation du corps? Le fait de pas faire confiance à son corps, ça engendre des patients qui disent mais comment je peux faire confiance à ce que je ressens, à mes sensations alimentaires pour savoir quand manger, puisqu'il m'a déjà trahi. La trahison du corps, et alors surtout la mise à distance du corps, c'est rigolo, mais c'est pas que chez les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, mais la mise à distance du corps, c'est lui et moi, mais c'est deux choses différentes. Voilà. Et enfin, il y a des études qui montrent que l'encodage d'un trauma se ferait sous forme sensorielle. Donc, C'est-à-dire ça veut dire quoi pour toi l'encodage du trauma? L'enregistrement de l'information se fait sous forme sensorielle. Voilà. Donc les sensations, les sensations et les sens, quoi. Donc du coup, vu que moi, ce sur quoi je travaille, c'est se rapprocher de ça, ça peut être compliqué. Ok, du coup, toi, dans l'approche que tu as avec tes patientes et patients, j'imagine que tu as les deux, comme tu es dans une approche de se reconnecter aux sensations, c'est des barrières, toi, que tu rencontres pour les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles ou qui l'ont peut-être plus que d'autres? Exactement. C'est-à-dire que une des questions que je pose en première consultation, c'est est-ce que vous arrivez à identifier votre sensation de faim ? Il y a des gens pour qui c'est très clair, il y a des gens pour qui c'est compliqué, et il y a des gens qui ont pas eu faim depuis très longtemps, parce qu'ils mangent tellement régulièrement, à heure fixe, etc., qu'ils n'ont jamais la sensation de faim. Bon. Mais dans ceux qui ont du mal à la ressentir, des fois, c'est vraiment des gens qui ressentent plus rien, ni la soif, ni la faim, ni même des fois la fatigue, ils sont complètement coupés de tous les signaux. Voilà. Je rappelle que toutes ces sensations-là, c'est vraiment des signaux qui témoignent de besoins. La soif, c'est un besoin de boire, la faim, c'est un besoin de manger, la fatigue, c'est un besoin de dormir. Enfin, ces signaux-là, ils ont une vraie utilité. Et quand on est coupé de ces signaux-là et du ressenti du corps, là, finalement,
c'est très compliqué de savoir comment répondre à ces besoins. C'est hyper intéressant ce que tu me dis là, parce que je fais le parallèle avec les femmes que j'ai en séance avec moi, et j'ai noté aussi cette déconnexion du corps que j'ai moi-même vécue, hein, d'ailleurs. Il y a pas mal de femmes qui viennent me voir en me disant j'aimerais ressentir du désir. Et je n'y arrive pas ou je n'y arrive plus suite à une agression sexuelle. Et il y a vraiment cette barrière effectivement de, mais déjà, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ressens dans ton corps? J'aimerais Qu'est-ce que tu ressentir point. ressens? Voilà. Donc il y a un vrai travail à faire effectivement sur les sensations. C'est hyper intéressant de voir c'est à plein de niveaux que ça se joue en fait. Ouais. Et alors ça peut passer par exemple, et c'est pas, enfin, si ça peut passer aussi par l'alimentation, mais si l'aspect sensoriel est trop lié à des événements désagréables, ça passe aussi. Alors, c'est aussi lié à l'évitement. Donc, des expériences sensorielles ont été désagréables, ça a été encodé, ça a été voilà. Donc, le sensoriel est désagréable. Donc, on va éviter tout ce qui est sensoriel. L'évitement empêche donc d'avoir une vie pleine de plaisir, de bonheur, de tout ça. Mais ça veut dire que ça va être difficile. Mais si on le fait, derrière, on va pouvoir changer, entre guillemets, pas changer, mais l'encodage en disant ah finalement le sensoriel ça peut apporter du plaisir. Et d'ailleurs, le plaisir est l'expression de la satisfaction d'un besoin. Ça me fait plaisir de boire quand j'ai soif, ça me fait plaisir de manger ce qui me faisait envie, ça me fait plaisir de dormir quand je suis fatiguée. Et donc du coup, il faut changer cette vision-là de l'aspect sensoriel. Donc tu dirais en réessayant des petites choses qui te ramènent au sensoriel et avec des sensations agréables, oui, pour petit à petit te reconnecter à ça. Oui, mais en étant accompagné, parce que alors, je pense que tu le dis aux personnes que tu accompagnes, la gestion d'un trauma, ça empire toujours le problème au début. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur un trauma, ça va plus mal avant d'aller mieux. C'est une règle universelle, ça, pour toi? C'est ce que montrent les études. Ça fait partie des choses c'est compliqué. Donc, il y a toujours un moment où, se confronter à ça, vu qu'on a évité pendant longtemps, c'est compliqué. Ouais, ok, je comprends. Je l'aurais pas dit de cette même manière-là, mais factuellement, puisque tu te protégeais jusqu'à maintenant, pour pouvoir guérir, il va falloir lever les barrières et les protections et plonger dans le cœur du sujet. Donc forcément, il y a une sensation de plus mal qu'avant qui est pas forcément... En fait, ça aggrave les symptômes, on va dire. Donc ça aggrave l'évitement au début, ça aggrave tout ça. Mais c'est nécessaire pour aller mieux derrière. Voilà, c'est juste bon. Et pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que du coup, il va falloir retourner vers des expériences sensorielles agréables, mais même des choses comme aller se faire masser. Pour certaines personnes qui ont été victimes ou pas de violences sexuelles, ça peut être extrêmement difficile tellement la relation au corps est pas la première étape. C'est pas du tout la première étape. Voilà. Et il y a des choses, même se regarder devant un miroir, parce que c'est sensoriel aussi, hein. C'est visuel. Déjà rien que ça, se mettre devant un miroir et se regarder, ça peut être extrêmement pénible. Alors voilà, ça dépend de chaque personne. Ça peut être se mettre de la crème. Se mettre de la crème parce qu'on touche son corps. Même ça peut être très difficile. Voilà. Donc, plein de petites choses comme ça qui peuvent être faites au fur et à mesure en fonction de ce que les patients sont prêts à faire aussi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, c'est du cas par cas en fonction du niveau où chacun est. Et c'est les patients qui proposent ce qu'ils sont capables de faire aussi. Exactement. Ouais. Ok. Donc ça, c'est des choses que tu abordes toi en consultation ou c'est plutôt des choses que tu relègues à d'autres C'est des choses que j'aborde en consultation quand le travail sur le comportement alimentaire a été bien avancé. Voilà. De mon côté. Mais si après, en parallèle, ils ont un suivi psychomote ou psychologue, etc., et qui font le travail en parallèle, c'est génial. Mais c'est que moi, il y a un certain ordre. Il faut qu'il y ait certaines choses qui soient acquises pour passer à la suite, entre guillemets. Ouais, des étapes. Donc même si tout le monde le fait pas nécessairement dans le même ordre, il y a quand même une suite logique dans les expériences. Parce que, oui, autre chose, qu'est-ce qui change pour les patients? Donc je donne pas de plan alimentaire, ça on avait compris. Mais c'est surtout que tout est basé sur leur expérience à eux. Ce que je leur explique, c'est que personne sait mieux qu'eux ce dont ils ont besoin.
Donc je ne peux pas savoir ce dont ils ont besoin a priori, parce que chaque jour ce sera différent, et qu'il n'y a que l'expérience qui peut montrer ce qui fonctionne ou pas chez eux. Et ce qui fonctionne sur un patient ne fonctionnera peut-être pas sur un autre. Donc tout est basé sur l'expérience, avec des expériences à faire d'une séance sur l'autre pour développer tout ce dont on a parlé plus tôt. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Ok. Et donc du coup, si on récapitule un petit peu ce que tu nous as expliqué là, pour si une femme qui se sent concernée, donc qui a vécu une agression sexuelle et qui aujourd'hui est en surpoids ou je sais pas si on peut dire en sous-poids, je sais pas si c'est un mot qui se dit, en tout cas qui sent qu'il y a probablement un lien entre sa condition physique et ce qu'elle a vécu. Donc si on suit l'approche du gros, il y a donc il y a un ordre, c'est ça, à aborder? Alors, non, il n'y a pas un ordre. C'est si en consultation, ils vont voir un diététicien, il y aura sûrement un ordre, mais sinon, si c'est un autre professionnel, il n'y aura pas forcément le même ordre. Alors, déjà, la première chose, c'est que le surpoids, enfin le gros, à la base, traite uniquement le surpoids et l'obésité, pas le sous-poids. D'accord. C'était ça à la base. Mais le traitement du trauma aura probablement des impacts positifs sur le poids si quelqu'un est en sous-poids. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, dépister le trauma. Ça, c'est une des choses qui est très intéressante en consultation. Un peu déprimant, mais très intéressant, c'est que la plupart du temps, je suis la première à leur poser la question. Personne leur a demandé avant, et du coup, des fois, elles en ont jamais parlé. Parce que juste personne leur a demandé. Donc rien que poser la question. Il y a des personnes qui pensent pas que ce qu'ils ont vécu peut avoir créé un traumatisme. Tout à fait. Tout à fait. Et des fois, même ils font pas le lien, alors que la prise de poids, par exemple, a eu lieu juste après. Mais ils font pas ils font pas le lien, et des fois ils vont dire ah mais j'ai pris la pilule à ce moment-là. Et du coup ils vont mettre ça sur le compte de la pilule, ce qui est possible, n'est pas aidé, hein, mais en tout cas ils font pas le lien avec le trauma. Après c'est aussi une façon de se protéger, hein, mais voilà. Donc déjà poser la question, des fois ça fait que les personnes font le lien. Alors dépister, reconnaître la souffrance qui découle de ça, accueillir la parole aussi, hein, parce que faut être prêt à entendre ça en tant que praticien. Et du coup, du point de vue de la personne. Alors, justement, j'allais y venir parce que c'était le prochain point. Faire le lien. D'accord. Enfin, suggérer le lien entre le vécu traumatique et la prise de poids. Donc, pour le patient, de son côté, c'est pas du coup reconnaître qu'il y a peut-être un lien entre les deux, identifier ça, et ensuite consulter quelqu'un dont c'est le métier de lever ses traumas. Voilà. Donc, de mon côté, réorienter. Ok. Ouais. Du coup, pour une personne, parce que dans le cadre d'un traumatisme, il y a des moments où on se sent prêt et il y a une période avant où on se sent pas forcément prêt à aller voir quelqu'un. Quelqu'un, du coup, qui aurait envie d'avancer sur le sujet, mais qui se sentirait pas encore prêt à aller se faire accompagner. Qu'est-ce qui pourrait être en son pouvoir, là, pour commencer peut-être un peu de son côté Alors, j'en ai moi des patients qui ont des traumas, qui sont conscients de la présence du trauma et de l'impact que ça a sur eux, et qui sont pas prêts à consulter des psychologues, etc. Ça nous empêche pas de travailler. On n'avance pas aussi vite qu'on pourrait le faire, mais ça n'empêche pas de travailler sur le poids. C'est juste qu'on va être potentiellement limité sur la reconnexion au corps, sur le respect des sensations alimentaires, etc., etc. Mais ça n'empêche pas de commencer le travail. Voilà. Okay. Pour toi, tout commence par reconnaître le lien entre le traumatisme et le surpoids. Ouais, alors du coup, ça fait un autre lien, mais au gros, on travaille avec la thérapie ACT, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une thérapie cognitive et comportementale. Et une des choses de l'acte aussi, ça va être le fait de mettre des mots, parce que les mots vont conditionner la pensée, vont tout ça. Donc, le fait déjà de verbaliser, ça permet aussi de défusionner, c'est-à-dire que, bon, un cas typique, ça va être des personnes qui ont pris du poids après une agression sexuelle, qui n'acceptent pas ce poids pris, et qui se blâment d'avoir pris ce poids. Déjà reconnaître que ce poids, si par exemple il était là pour se protéger, c'est une bonne chose, dans le sens où c'était fonctionnel à ce moment-là, on l'a fait pour se protéger, c'est une bonne chose. Voilà.
enlever la culpabilité à ce niveau-là. De dire, ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. La prise de poids non plus, c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable de cette prise de poids. Elle avait un objectif, cette prise de poids. Et peut-être que vous avez bien fait à ce moment-là. En tout cas, vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Et on peut le remercier pour ça même. Parce que... Ouais, parce que c'est une défense. Donc, on s'est défendu. Voilà. Bon, ok, c'est peut-être pas fonctionnel dans le sens où ça n'efface pas ce qui s'est passé et ça a rajouté de la souffrance supplémentaire. Ok. Mais n'empêche qu'à un moment, cette prise de poids, elle était là pour se protéger. Voilà. Donc, on se remercie. Pourquoi pas. Déjà, quand on a dit ça, il y a une sorte de culpabilité qui s'enlève parce que non, c'est pas parce qu'on est sans volonté, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce que... Et en même temps, c'est logique de croire ça puisque c'est ce qu'on nous répète tout le temps, que pour perdre du poids, il suffit de bouger plus, de manger moins et du coup, si on prend du poids, bah, c'est notre faute. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc déjà, d'entendre ça, ça fait énormément de bien. Et surtout, ça enlève de la douleur sur de la douleur. Voilà. Sur de la douleur, sur de la douleur. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. C'est que la douleur, c'est ce qu'on ressent vraiment, et la souffrance, c'est ce qu'on raconte autour de la douleur et qui amplifie le vécu, le factuel, quoi. Ouais. Et donc là, en fait, déjà quand on a dit ça, on enlève la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité, c'est pourri quand on parle du poids? C'est que par exemple, donc je reprends mon exemple, on a pris du poids suite à une agression sexuelle. On n'accepte pas ce poids pris. C'est-à-dire qu'on lutte. Et comment on lutte? On va faire en sorte de se mettre au régime. Même si on ne dit pas que c'est un régime, même si on dit que c'est un rééquilibrage alimentaire, à partir du moment où on change son alimentation pour perdre du poids, et selon des critères qui ne sont pas nos besoins, mais ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, on est dans le contrôle, on est dans la restriction cognitive. Le problème du contrôle, c'est que ça fait appel au système exécutif, donc on va dire une partie du cerveau qui gère aussi l'organisation, le fait d'être multitâche, etc. Ce centre, il est comme une batterie de téléphone. Toute la journée, quand on l'utilise, ça épuise de plus en plus la batterie. Et la nuit, on la recharge et rebelote le lendemain. Et au fur et à mesure, la batterie elle tient de plus en plus, de moins en moins de longtemps. Voilà. Donc, on épuise les capacités de contrôle. Et quand on épuise ces capacités de contrôle, qu'on n'est plus capable de tenir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire versus nos besoins, parce que le corps va réclamer quelque chose, on va dire non, tu n'auras pas de chocolat parce que ça fait grossir. Au bout d'un moment, on n'est plus capable de tenir, on craque. Là où ça devrait nous faire du bien. Avec des guillemets pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Voilà, avec des guillemets. Parce que du coup, j'utilise volontairement ce mot craquer, parce que c'est le contrôle qui craque, qui lâche. Et là, on se sent nul d'avoir craqué, donc on rajoute de la culpabilité. Et comme on se sent nul, ça régénère des émotions négatives qui risquent de nous faire remanger. Et on s'arrête plus, c'est ça qu'on appelle une compulsion alimentaire, en gros. Donc si on enlève cette culpabilité, on mange, ça va mieux, et on passe à autre chose. Parce que oui, l'alimentation... Et à plein de niveaux. Oui. À plein de niveaux, la culpabilité, moi, c'est un des premiers sujets que j'aborde, parce que tant que la culpabilité, elle est là, on peut pas avancer sur le reste. C'est la première barrière à l'entrée, parce qu'effectivement, dès qu'il y a des potentielles améliorations, il y a la culpabilité qui vient se remettre devant avec une estime de soi au plus bas, mais de toute façon je peux pas y arriver, non mais de toute façon ça peut pas marcher, et donc la culpabilité c'est vraiment le premier truc à faire sauter. Je le disais tout à l'heure, on se rejoint vraiment sur pas mal de trucs, alors qu'à la base on fait pas du tout le même métier. Je trouve ça très drôle. Non, mais en même temps je pense que justement je pense que l'acte a aussi irradié, là c'était la thérapie d'engagement et d'acceptation, elle a irradié dans plein de domaines aussi, et voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des choses qui se rejoignent. Puis on fait aussi ce qui marche, je veux dire, donc si ça marche dans un domaine, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans un autre. C'est ça, finalement de ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, ça paraît être du bon sens en fait, parce que là en fait tu nous parles de se reconnecter à son corps, d'essayer de comprendre ce dont il a besoin et de le nourrir en fonction de ce qu'il demande plutôt que des recommandations universelles qui sont censées marcher pour tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens sur Terre qui pensent qu'on a tous les mêmes besoins? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, visiblement, voilà. Mais de moins en moins, je crois. J'espère. Mais en fait, c'est vrai que dit comme ça, se reconnecter à son corps et tout, on dirait un peu désolé du vocabulaire, mais des conneries New Age, mais pas du tout. C'est-à-dire que ça, d'un point de vue physiologique, c'est complètement prouvé, étudié, il y a plus besoin de le montrer. Une des choses, par exemple, quand on a envie de quelque chose, c'est qu'on en a besoin. Là, je parle en termes alimentaires. Que ce soit un besoin nutritionnel, énergétique ou émotionnel, c'est des besoins qui sont tout aussi importants.
ça, c'est prouvé. Et on sait aussi que, par exemple, quand on va mal, quand on a une émotion qui est compliquée à gérer et qu'on essaye de la réguler, bah, l'alimentation, ça fonctionne. Et alors, c'est pas des carottes râpées, quoi. Ça va être des aliments qui sont caloriques, qui sont gras et ou sucrés et qu'on aime. Voilà, donc pour certains, c'est le chocolat. Moi, c'est le saucisson. Mais voilà, en tout cas, ça, d'un point de vue physiologique, ça a été étudié, même chez des animaux. Ça régule, ça diminue le cortisol. Enfin, on va vraiment mieux après avoir mangé. Donc, Et du coup, en quoi c'est bon d'écouter c'est des compulsions alimentaires, du coup, non, on appelle ça pas comme du ça? tout. Ça, c'est Non. des envies de manger émotionnelles. Ça se transforme D'accord. en compulsion quand on lutte. Hmm. Ah, et c'est là où ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça va mieux quand on mange, mais si on culpabilise, bah, déjà c'est de très courte durée ce réconfort, et puis en plus, bah, du coup, ça rajoute de la souffrance. Donc, ta question, pardon, j'ai oublié. Ma question, c'était en quoi c'est utile Alors, du coup, je vois qu'il y a des mots qui sont ancrés. Hein. J'allais dire de céder à ses envies. Ouais, céder, Donc, c'est un c'est mot pas le qu'on bon entend, mot, ouais. du coup. C'est pas céder, c'est répondre. Mm. Ouais. Céder, en effet, ça c'est cette connotation que bah voilà, on a lutté puis on a perdu quoi. Répondre, en quoi c'est utile? Alors, donc ce que je disais au début, c'est que je ne peux pas garantir aux patients qu'ils vont perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en répondant à ces besoins, on revient au poids d'équilibre. Je parle pas de poids de forme, je parle de poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, c'est une valeur de consigne pour le corps vers laquelle il essaie de ramener. Je fais le parallèle avec la température corporelle. La valeur de consigne pour le corps, c'est 37 degrés. C'est différent du poids, où là, c'est la même pour tout le monde, mais le poids, on a tous une valeur vers laquelle le corps essaye de nous ramener. Encore, la température, il y a des gens qui sont plus vers le 36 que le... Oui, mais du coup, comme pour la le poids, tension, c'est comme tout vachement ça. plus large comme, Ouais. voilà, comme cible. Bon. Donc, cette valeur de consigne-là, le corps fait tout pour nous y ramener. Comment? Avec des signaux, notamment de faim et de satiété. Alors, la satiété, c'est l'absence de faim, donc c'est l'absence de signal, en fait. Et la faim, c'est un symptôme physique, le ventre qui gargouille, le creux dans l'estomac. Des gens, c'est la paupière qui tremble, d'autres, c'est un truc dans la gorge. Enfin, ça, c'est très personnel aussi. Et quand on répond à ces besoins-là, et d'autres, les envies de manger, le rassasiement, donc le fait d'avoir répondu à ces envies-là, in fine, on revient à notre poids d'équilibre. Mais, est-ce qu'il y a un mais? Il y a des gens qui viennent me voir en disant « Oui, alors, aujourd'hui, je fais 90 kilos, mais j'ai gardé le poids de 60 kilos pendant quasiment toute ma vie. » Et donc, ils pensent que c'est leur poids d'équilibre. Ça a été leur poids d'équilibre, probablement. Mais aujourd'hui, leur poids d'équilibre a pu se dérégler vers le haut, jamais vers le bas. Pourquoi? Parce que le poids d'équilibre, c'est pas vraiment un poids. On n'a pas une balance interne qui dit qu'on fait 60 kilos. C'est une quantité de cellules graisseuses. Donc les adipocytes. Et ces adipocytes, leur but, c'est de stocker l'excès de calories quand on mange trop. Donc ces adipocytes, ils peuvent grossir comme ça, se gorger de graisse quand on a un excès de calories. Et puis ils relarguent ces graisses pour les utiliser quand on en a moins. Voilà. Donc ça c'est réversible. Ce qui veut dire que quand on a un excès de calories à Noël, par exemple, et ben ces adipocytes ils vont grossir. Et puis après les fêtes où ça va se calmer, ils vont retrouver leur taille normale. Le problème, c'est quand on continue à avoir un excès de calories sur des longues périodes. Les adipocytes grossissent et au bout d'un moment, ils atteignent une taille critique. Et là, ils peuvent plus se développer. Donc la seule façon pour eux de continuer à stocker l'excédent de graisse, c'est de recruter de nouvelles cellules. Et donc là, on n'a plus un adipocyte, peut-être deux, qui à son tour peut aussi stocker des graisses. Et autant ça, c'est réversible, autant la multiplication, elle est irréversible, et c'est ça qui modifie le poids d'équilibre vers le haut. Donc, dans le premier cas, là, on prend du poids, mais le poids d'équilibre ne change pas. Dans le deuxième cas, on prend du poids et le poids d'équilibre change. Et donc, on a une nouvelle valeur de consigne pour le corps. Et donc, c'est impossible de détruire des cellules graisseuses créées? Aujourd'hui, oui. D'accord. En fait, donc ce que tu peux faire au mieux, c'est de les réduire à leur minimum de stockage, juste mais pas les détruire. C'est-à-dire, pour redescendre sous le poids d'équilibre, comme tu dis, en fait, en réduisant au maximum la taille, pour revenir en dessous du poids d'équilibre, il faut être tout le temps dans le contrôle et dans la privation. Ah oui, parce que si on diminue au maximum le stockage, ça veut dire qu'on est en dessous du point normal parce qu'on est censé en stocker, c'est ça? Il faut des réserves, sinon le corps se met en mode warning, attention, on va mourir, enfin un peu drama queen le corps, quoi. Son but, c'est de nous maintenir en vie, faut pas l'oublier. Et pour lui, cette quantité de graisse stockée, c'est sa façon de nous maintenir en vie.
D'accord. Oui, donc, Voilà. parce que tu rappelles un truc qui est peut-être évident pour toi, mais qu'on a besoin de gras pour vivre, en Oui, fait. un minimum parce que le corps a pas notion qu'aujourd'hui on est en surabondance alimentaire. On a toujours cette peur de manquer, avant on mangeait pas tout le temps à heure fixe, etc. Donc il fallait stocker pour pouvoir réutiliser plus tard au moment où on pourrait pas manger de suite. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais on a gardé ça quoi. Donc oui, il faut une petite quantité de graisse quand même. Et cette quantité, elle dépend de chaque individu. C'est en partie génétique, mais pas que. Il y a un peu d'épigénétique. Mais ce qui va vraiment influencer le poids, c'est le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut être prédisposé à avoir un poids naturellement haut. Ça, c'est injuste, c'est la grande roulette de la vie. Mais c'est à force de lutter contre ce poids qu'on risque de le dérégler et de le faire remonter ce poids d'équilibre. Voilà. D'où l'importance de l'acceptation du poids. Accepter, c'est pas être content de faire ce poids-là, c'est pas se résigner à faire ce poids-là. C'est juste dire, ok, la situation, pour moi, elle est pourrie, je suis pas ok avec ça, mais comment j'en tire le meilleur profit, finalement? Voilà. C'est ça, l'acceptation. C'est ouvrir les yeux sur ce qui est pour pouvoir ensuite évoluer vers ce qui est important pour nous d'une manière ou d'une autre, quoi. Vers les valeurs. Ah, on se rejoint encore une fois. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent et je leur demande pourquoi ils viennent me voir, ils me disent pour perdre du poids. Ok, mais c'est pas la vraie raison de perdre du poids. Pourquoi perdre du poids? Alors, on va pas se mentir, d'un point de vue sociologique, etc., être mince, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Mais souvent, c'est quand même pas la raison. On va avoir des gens, par exemple, qui disent... En fait, j'ai une question, c'est qu'est-ce que votre poids vous empêche de faire? Votre poids ou votre image corporelle? Et des fois, on va me dire d'aller à la plage. Alors, on est d'accord que leur poids ne leur empêche pas d'aller à la plage. Ils s'empêchent d'aller à la plage à cause de leur poids. Et ça s'entend. C'est très difficile. Ok. Mais par contre, s'ils me disent, je veux faire un saut à élastique et la limite de poids, c'est 100 kg, j'en fais 110. Ok. Là, votre poids vous empêche de le faire. Ok. Après, est-ce que le saut à élastique est plus important que le risque de perdre du poids pour le reprendre derrière avec souvent un bonus? Voilà. C'est une vraie question à poser, hein. Peut-être que la réponse est oui. Peut-être que c'est plus important. Voilà. Mais quelle est la vraie raison? Qu'est-ce que votre poids vous empêche de faire? Aller à la plage. Ok, bon. Qu'est-ce qui est important dans le fait d'aller à la plage? Passer du temps avec mes enfants. Ok. Est-ce que dans un premier temps, il n'y a pas moyen de passer du temps avec vos enfants en faisant autre chose? Si, pour l'instant, aller à la plage, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, se rapprocher des valeurs, avoir une vie pleine de sens, malgré le poids, malgré l'image qu'on a de son poids. Voilà. Donc, tout ça, c'est hyper important, quoi. Excellent. Ouais, je me retrouve beaucoup dans ce que tu présentes, dans le cheminement d'aller chercher ce qui est important pour soi, au-delà des solutions qu'on avait déjà en tête, en fait, finalement, pour pouvoir contourner certaines barrières. Il y a des barrières qu'on peut faire sauter, puis il y a des barrières qui sont là et qui seront là pour toujours, et voir comment on peut aménager sa vie ou autre pour faire en sorte d'atteindre ce qui est important pour soi. On se rejoint complètement là-dessus. C'est effectivement l'approche que j'ai aussi. On commence à arriver vers la fin du podcast. Si on devait résumer ce que tu nous as dit dans l'idée du coup d'aider des femmes qui sont en surpoids et qui ont vécu une agression sexuelle, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ce qu'on s'est dit là? Je pense que la chose la plus importante à retenir, si je m'adresse à des femmes directement qui sont dans cette situation, c'est déjà que c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute d'avoir pris du poids. C'était peut-être même une bonne chose. En tout cas, à ce moment-là, ça paraissait être une bonne chose. Même si c'était pas décidé, même si c'était pas voulu et qu'aujourd'hui, ça vous cause de la souffrance. C'est pas de votre faute. Et vous n'êtes pas coupable. Ni de ça, ni du reste. Voilà. Ça, c'est je pense que c'est la chose la plus importante à retenir. Maintenant, sur ce qu'il est possible de faire, il y a des gens qui sont formés pour avoir une écoute active, bienveillante, sans jugement, ni de votre poids, ni de votre vécu. Donc je pense à notamment tous mes collègues du Gros, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur l'annuaire du Gros en ligne, donc gros.org, il faut aller chercher dans l'annuaire. Il y a aussi des médecins ou des praticiens de santé qui sont pas membres du Gros, mais qui ont une approche aussi bienveillante, parce que des fois ça rajoute de la souffrance aussi quand il y a de la grossophobie médicale. Donc là, je vous invite à aller sur Gras Politique, qui est une association et qui a une carte de France où les gens ont répertorié les praticiens de santé safe par rapport à ça. Voilà. Donc à retenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Se faire accompagner par des gens bienveillants. Voilà.
pour se reconnecter à son corps. Super. Merci pour ces ressources. Est-ce que tu aurais d'autres sources, des lectures, des podcasts, des films, des documentaires que tu pourrais conseiller Alors, avec plaisir. Pour en savoir plus sur cette approche biopsychosensorielle, il y a le docteur Zermati, qui est un des cofondateurs du GROW, qui a écrit Oser manger, je pense que c'est le dernier livre qu'il a écrit, et qui explique bien tous les mécanismes qu'il y a derrière, donc pour mieux se comprendre. Voilà. C'est pas toujours évident d'appliquer de façon concrète ce qu'il y a dans le livre, mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Ensuite, il y a un livre de Gabrielle Dédier, qui est une activiste, notamment contre la grossophobie, qui s'appelle On ne naît pas grosse. Alors, c'est pas lié aux agressions sexuelles, mais en tout cas, ça explique vraiment le parcours et une personne qui l'a vécu et qui le vit, et comment on peut en sortir aussi, c'est compliqué, mais sortir de l'enfermement, de l'évitement, tout ça. Voilà, et un livre hyper utile que je conseille, c'est les livres sur l'autocompassion. Donc l'autocompassion, pour faire très court, c'est se traiter comme on traiterait sa meilleure amie. Hein, voilà. Et ça s'appuie sur 3 piliers qui sont la bienveillance envers soi, la pleine conscience et l'humanité partagée. En gros, se dire que on souffre, mais on n'est pas tout seul à souffrir. Et rien que de savoir ça, ça nous rappelle notre humanité commune. Et donc, il y a un super bouquin d'une des papesses de l'autocompassion qui est Christine Neff, et ça s'appelle Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience, qui est à la fois de la théorie et de la pratique, que je conseille. Ça peut être un très bon cahier de vacances. Je l'ai acheté à un moment où j'étais pas très bien, où j'étais angoissée, un peu déprimée, et j'avoue, j'ai dû faire les 4 premières pages, mais ça m'a déjà fait énormément de bien. Mais donc je plus sois. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, faut être aussi compatissant envers soi-même quand c'est pas le moment. Voilà, ça sert à rien de se forcer. Ça peut être hyper utile, hyper bénéfique, mais seulement si c'est le moment. Et ce qui est chouette, c'est ce truc-là de dire, je peux l'arrêter et puis le reprendre plus tard. Il n'y a pas du tout de problème. Aussi voilà. Bien pour les cahiers, pour l'accompagnement et pour tout un tas de choses. Ne pas culpabiliser de ne pas y arriver maintenant. Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on ne l'est pas. Moi, j'ai attendu 16 ans avant de me faire aider parce que avant, je ne m'en sentais pas capable et j'avais tout un tas d'autres raisons qui ont fait que je n'y suis pas allée. C'est le moment quand c'est le moment. Ça peut être une petite étape, une grande pause, une autre petite étape et ainsi de suite. Ça peut être tout seul, ça peut être en étant accompagné. Il n'y a pas de règle. Et le progrès n'est pas linéaire. Quelque chose à rappeler aussi. Voilà. Clairement. Super. Donc, oui. Non, parce que j'allais dire pareil pour les accompagnements. Des fois, quand les patients n'arrivent pas à voir que c'est pas le moment, des fois, je leur dis, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez à gérer. Je vous demande des choses en plus. Est-ce que vous pensez que c'est pas trop? Voilà. Et des fois, c'est important de reconnaître plutôt que d'essayer de tenir à tout prix pour montrer qu'on est fort, etc. Non, il y a des fois où il faut dire, là, mon besoin, c'est peut-être de prendre un pas de recul et de faire ça plus tard. Merci en tout cas pour toutes ces ressources. On mettra dans la description les liens ou en tout cas les noms de tout ce que tu as cité. Toujours une femme, c'est un podcast sur les 1001 façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter pour venir partager autour de ce sujet? Par exemple, Sylvie Benkemoun, qui est la présidente du GROW, je pense pourrait apporter plein de choses. Elle est psychothérapeute, je crois. Je sais plus exactement son titre, mais elle pourrait parler de grossophobie et du lien avec les agressions sexuelles, par exemple. Super. C'est noté. Merci pour la recommandation. Comment on peut te suivre, te joindre si on a envie de regarder ce que tu publies, puisque tu publies de temps en temps des choses, ou se faire accompagner par toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je publie rarement, mais sur Instagram, @AmandaDietAgen, voilà. Et sinon, pour les accompagnements là où je vis, donc à Agen, dans le sud-ouest, sur Doctolib, et en visio sur Ma Diète en ligne, en cherchant mon nom. Ok, super. Et on mettra tous ces liens aussi en description pour pouvoir te retrouver. Merci infiniment, Amanda. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on clôture cet épisode? Non, merci de m'avoir invitée. C'était chouette. Et puis, peut-être une prochaine. Peut-être une prochaine sur un autre sujet. Merci beaucoup, Amanda. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.